Bien le bonjour, on se retrouve pour le point lecture du lundi. Alors comme d'habitude, on va parler de 3 livres. On commence par une petite romance. L'Écossais sans mémoire de Patricia Potter. Alors on a un personnage féminin pilleur de morts. Quand il y a des batailles ou des raids, elle pille les morts. Et elle récupère ce qu'elle peut de leur possession, que ce soit broche, côte de maille et compagnie, avec toute une partie de la communauté. Et elle fait ça notamment pour nourrir sa fille. Elle a perdu son mari lors d'un raid et elle n'a pas réussi à lui sauver la vie. Et la dame, elle cultive les plantes médicinales, dont elle se sert pour soigner les gens du village, entre autres, et du château. Il y a un homme du clan qui veut l'épouser, vu qu'elle est veuve, sauf qu'elle ne veut pas. C'est un homme très, très agressif. Lors d'une bataille entre les Anglais et les Écossais, elle récupère. Et quand elle va piller les morts, justement, elle va trouver un Écossais blessé, mais qui a perdu la mémoire, et elle va le ramener chez elle. Et elle va lui prodiguer les soins qui va bien le remettre sur pied. Elle va mieux réussir à soigner l'Écossais que son propre mari. On est à la frontière anglo-écossaise. Il y a un questionnement sur ce qu'est l'amour. On traite pas mal de l'amnésie dedans jusqu'à la fin du livre. Et il y a un traître au sein du clan. Il y a beaucoup de tensions entre les Anglais, les Écossais. Il y a une dispute de pouvoir. Ça se lit bien, c'est sympathique, mais je ne compte pas le garder. Après, entre deux livres de philo, deux livres un peu denses, c'est sympa. Ça fait une pause. Ensuite, nous avons ceci, une histoire de la lecture d'Alberto Manguel. C'est un livre que j'ai mis un petit peu de temps à lire, honnêtement. Il y a des passages qui sont un peu répétitifs par rapport à d'autres livres. D'autant plus que j'ai vu que j'ai lu pas mal de livres sur les livres. Il y a un peu de bis repetitas parfois, mais il n'empêche que j'ai quand même marqué pas mal de passages intéressants. Et il y a des illustrations dedans. Là. Entre autres. Donc l'auteur commence par parler de l'apprentissage de la lecture. Enfant, il parle de l'importance de cet acte dans l'islam, le judaïsme, le christianisme. Jeune, il gardait ses lectures pour lui, et plus tard, il lui est venu le besoin de partager, comme tous ceux qui sont sur Booktube, entre autres. Il nous raconte des bouts de sa vie, comme dans la bibliothèque et la nuit du même auteur, d'ailleurs. Il nous parle de sa passion dévorante pour le livre. On retrouve Borges, qui était déjà dans l'autre aussi. Il mentionne bien d'autres auteurs.
Il critique les gouvernements populistes qui censurent. Il est contre toute forme de censure. Il préfère les livres papier. Il part de sa vie pour raconter l'histoire de la lecture. C'est-à-dire qu'on va partir de sa vie et on va passer dans l'islam, le christianisme, il y a le bouddhisme chez les gréco-romains. D'ailleurs, dans l'Antiquité grecque, on a une partie scientifique qui ne m'a pas tellement passionnée. Je dois avouer que je n'ai pas une âme très scientifique. Après, s'il y en a qui s'intéressent aux sciences, ça peut vous intéresser, hein. Tout le corps est concentré dans la lecture au niveau de l'Antiquité. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, parce que quand il y en a qui disent qu'ils pleurent à la fin d'un livre parce qu'ils ont été touchés, ou qu'il y a des passages qui nous énervent, c'est qu'on est dans le livre et qu'on réagit. Ou quand un livre nous fait réfléchir, c'est qu'on est happé par notre lecture. On passe au Moyen-Âge avec les frais de scolarité. Ouais, ça date pas dire les frais de scolarité. Il y avait des étudiants au Moyen-Âge qui avaient beau venir d'une famille bourgeoise, mais qui n'avaient pas forcément les moyens de payer leurs études. Il parle de la lecture orale, un peu comme les lectures audio, quoi. Nextory audible, qui le font bien. On peut critiquer la lecture orale, mais ça se faisait déjà au Moyen-Âge et Antiquité, hein. Donc ça date pas d'hier, hein. Surtout qu'à l'époque, il y en avait 90% des gens qui ne savaient pas lire. Ça leur permettait de découvrir des textes d'une autre manière. Dans le chapitre sur l'écriture, il cite Barthès, Derrida. On parle de classification de livres, de religion, de choses anciennes comme les vide-greniers. Ces choses-là, c'était très prisé déjà au 19e, 18e siècle. On est bien allé chiner les vieux objets, faire des cabinets de curiosité. On parle de la réquisition des livres par la Révolution. Est-ce que ça a causé comme dégâts sur les livres? Parce que vu qu'il est laissé dans la poussière, la moisissure, l'humidité, tout ça, ça a abîmé beaucoup de livres. Sans compter les poissons d'argent et compagnie. Tout ce qui peut détériorer un livre. Il y a aussi de vol de livres, on parle de linguistique, de myopie, l'apparition des lunettes, entre autres. Donc ça, je l'ai montré. Pouf. Il y a des belles illustrations comme ça aussi. Le bonhomme, il lit plusieurs livres en même temps, limite. Une autre page plus tard. Ouais, Alexandre Popper, traduction de Catulle. Catalogage. La classification des livres. Drame, art, oratoire, poésie lyrique, législation, médecine, histoire, philosophie et divers. Et une petite dernière. À la fin, vous voyez, il y a même des petites notes. Non, il y en a encore une. Il y en a deux. Il y a ça aussi.
Ça me glisse des mains. Voilà. Et une dernière petite page que je souhaitais vous montrer. Kafka. Voilà. Sinon, il y avait des passages qui étaient intéressants, mais après, faut pas lire à la suite d'un autre livre sur la lecture. Et ensuite, le dernier, mais non pas le moindre, Napoléon en Normandie de Nathalie Salmon. Et vu que ça fait 10 ans et demi que je vis en Normandie, il y a des coins que j'ai reconnus. Il y a des petits coins que j'ai reconnus. Ah, voilà. Alors, on a une chronologie au début du livre sur Napoléon. Voilà. Repères chronologiques. C'est assez bref, mais à la fin, on a aussi des notes. On a des notes de texte, vous voyez. Je crois qu'on a aussi une bibliographie à la fin. Oui, voilà. Hop. Haute-Normandie. On a des éléments sur sa descendance. Le fils qu'il a eu avec son épouse polonaise, ou sa maîtresse, si on veut, parce qu'elle était mariée avec... Elle devait avoir une vingtaine d'années, la dame, mariée avec un homme qui en avait 70. Le mari a accepté qu'elle ait une liaison avec Napoléon si ça pouvait aider la Pologne à préserver son autonomie ou son indépendance. Et le fils qui est ressorti de la liaison entre Napoléon et Waleska, Alexandre, est devenu comte d'Empire. Et apparemment, il ressemblerait à son père. On a une remise en contexte. L'autrice présente le Napoléon bourreau de travail. Il travaillait beaucoup. Même en véhicule, il travaillait. Imaginez, secoué par les chaos de la route, en train d'étudier. Moi, déjà, quand j'essaye de lire, je peux pas. Parce que si je baisse mon livre et que je lis, j'ai des remontées gastriques. Je suis obligée d'arrêter rapidement parce que sinon, je vais avoir des envies pas très catholiques. Malgré les guerres, a modernisé et remis la Normandie. A remis le pays sur pied, pardon. J'ai écrit tout petit. Du coup, j'ai sauté une ligne. À l'époque, tout le monde voulait aller à Rouen. De Paris à Rouen, on peut y aller avec la Seine, en bateau. Napoléon Ier considère la Normandie comme la véritable France. On a son opinion sur les femmes aussi. Je vous ai gardé des petits passages.
pas pratique de tourner les pages quand on a un doigt abîmé. C'était une page. Ouais, quand Madame de Staël fait observer à Bonaparte qu'il a la réputation d'aimer peu les femmes, il lui répond: Pardonnez, pardonnez-moi, reprend l'intéressé, j'aime beaucoup la mienne. Voilà. Et pourtant, il estime que la femme est censée faire des enfants et n'est pas tellement pour les mariages d'amour. Sauf que c'est en quelque sorte un mariage d'amour. Hmm. Il dit entre autres aussi: Je suis content, aussi content de Rouen que de Lyon. Cette ville me donne des preuves d'attachement qui me touchent. Tout ici est consolant et beau à voir. J'aime vraiment cette belle, bonne Normandie, c'est la véritable France. Là. Ensuite, on a son opinion sur les femmes. On parle du développement à tous les niveaux, peinture, technique, textile. Les textiles, c'est surtout mesdames qui aimaient bien le beau linge. Hein. Et puis pour habiller les soldats. La peinture, on sait que Napoléon aimait bien se faire peindre. Comme cette œuvre-là. Hein. Entre autres. La toile de son sacre. De l'Amérique qui vend la Louisiane pour 8 millions de francs à l'époque. Pour pouvoir faire la guerre en Europe. Parce que ça coûte de l'argent. Les hôpitaux. L'éducation. Lui-même ayant été boursier quand il était tout jeune. D'ailleurs, on ne parle pas de son enfance ni de son adolescence. On est vraiment du consulat à sa mort. Avant, on n'en parle pas dans ce livre. Hein. Je le précise. L'autrice mentionne aussi les erreurs de Napoléon. Elle est très objective. Quand elle estime qu'il a fauté, elle n'hésite pas à le faire savoir. Elle nous parle de la relation de Marie-Louise avec la famille Bonaparte. À savoir que Marie-Louise est la nièce de Marie-Antoinette. La jeune fille, elle a vécu dans la haine du français depuis sa naissance. Elle est née avec la mort de Marie-Antoinette jusqu'à maintenant, là. Et depuis la mort de Marie-Antoinette, son pays a vécu dans la guerre. Du coup, elle a un peu du mal avec les Français. Et les Français sont toujours assez mitigés au niveau de Marie-Antoinette, si on peut dire ça comme ça. Du coup, Marie-Louise, c'est un peu l'Autrichienne. Elle est un peu regardée de travers. Et la famille Bonaparte préfère Joséphine à Marie-Louise, sachant qu'ils n'aimaient pas tellement Joséphine. Ça laisse imaginer combien ils aimaient Marie-Louise, n'est-ce pas? Et Marie-Louise était un petit peu ambiguë avec le peuple français. Elle a trop grandi dans une enfance dorée où elle était assez privilégiée. Elle n'a pas grandi à l'écoute du peuple. Et elle ne sait pas être maternelle avec son fils. Autant Napoléon peut faire des câlins à petit bonhomme, autant elle, embrasser mon enfant. Quelle idée, voyons.
et l'Empire créait un minimum vital universel, le RSA de l'époque. Et on a des éléments par rapport au fait que le père de Marie-Louise a poussé sa fille à tromper Napoléon à partir de 1814. Marie-Louise n'a pas souhaité elle-même tromper son mari, mais ils ont été séparés par le père. Ils essayaient de s'écrire des lettres, mais elles étaient interceptées. Du coup, Napoléon n'a jamais pu revoir ni sa femme, ni son fils. Donc, elle s'est quasiment pas occupée, hein. Elle a fait d'autres enfants avec son amant qui est devenu son époux à la mort de Napoléon. Mais